Bonjour à tous. Donc nous allons commencer ce deuxième jour des journées d'études sur la ville à pratiquer. Un grand merci à Madame Renée Gaillousté d'être présente parmi nous. C'est vraiment un privilège d'avoir un tel personnage voilà, qui est là, qui sera là pour répondre à vos questions. Vous allez comprendre même la place qu'elle a dans l'histoire de l'architecture française du XXe siècle. Et soyez attentifs et n'hésitez pas elle est là, disponible pour répondre à vos questions. Nous allons commencer par une introduction. Je ferai quelques mots également. Et ensuite, nous regarderons le documentaire de Anne Rizzo, donc sur Madame Gaillousté et la ville d'Ivry. Voilà, je laisse la parole à Hélène et à Lia. Alors, donc vous êtes né à Oran, en Algérie, le 15 septembre 1929. Votre père est comptable, puis administrateur du journal L'Écho d'Oran, journal colonialiste. Vous suivez des études littéraires en classe préparatoire à Paris, puis à la Sorbonne, où vous obtenez une licence de lettres. Durant ces années, vous êtes proche du Parti communiste français, puis vous vous orientez en architecture. Vous intégrez l'École des Beaux-Arts de Paris en 1952, un environnement académique qui s'isole des préoccupations extérieures. Une école en porte-à-faux entre son académisme et le besoin d'une réinvention d'un métier qui doit faire face à la reconstruction, puis à l'édification des grands ensembles. La seule manière pour les étudiants de se confronter à la problématique du logement est alors d'aller dans les agences d'architectes. Vous rejoignez l'atelier extérieur de Marcel Lotz, un atelier anti-académique et dont les références sont les modernes, en particulier Le Corbusier. C'est ici que vous rencontrerez Jean Renaudie, figure importante durant votre parcours. En 1961, vous obtenez votre diplôme d'architecture, dans lequel vous abordez les logements sociaux en semi-duplex, situés sur les bords du canal Saint-Martin. En 1962, ce projet vous ouvrira les portes de l'agence de Renan Dubrul, qui vous confiera le plan de rénovation du centre d'Ivry-sur-Seine. En 1964, vous fondez seul votre agence, dans laquelle vous préconisez une architecture aux espaces et parcours diversifiés. Chaque habitant doit pratiquer la ville à sa manière, resituant l'homme et l'expérimentation au centre des préoccupations architecturales, comme par exemple en 1982 au Liéga et en 1989 au Marat, dans lesquels chaque logement est unique, car situé dans un contexte différent. Vous privilégiez l'intégration d'ateliers d'artistes et de théâtre au sein de vos architectures. En 1969, vous devenez architecte en chef de la ville d'Ivry-sur-Seine, appelant à vos côtés Jean Renaudie. Votre singularité est d'avoir su vous entourer de personnalités dont les préoccupations sont en résonance avec vos problématiques personnelles. Vous trouverez avec Jean Renaudie un véritable prolongement intellectuel qui trouve son origine dans l'atelier de Montrouge. Créé dans le contexte de l'après-guerre, l'équipe de l'atelier de Montrouge montre un vif intérêt pour l'habitat pour le plus grand nombre, qui l'amène à échafauder des propositions architecturales dans la lignée de celles développées par la Team 10. Cela en réaction à la logique de zoning et cherchant à intégrer à contrario l'échelle et la singularité de l'individu, la multiplicité des activités de la ville. Émile Ayot, membre et porte-parole du Team 10, écrit dans Réflexions sur l'urbanisme en 1962, je cite, « La construction d'une ville, même réduite à la proportion d'un grand ensemble, est un problème d'une nature différente de celle de la construction d'immeubles. Une ville n'est pas un assemblage de maisons, c'est un complexe d'essence poétique. La ville est un lieu dédaléen, les plans de grands ensembles en restent trop souvent au stade schématique de l'organigramme et du squelette. Il faudrait abandonner ce formalisme simple qui, pour rassurer ses auteurs, est devenu une morale. La cité est avant tout un phénomène humain. » Si au final il y aura d'autres changements dans votre œuvre, le centre d'Ivry-sur-Seine est le seul lieu témoin de cette première conversion qui s'opère dans votre pratique, entre la conjugaison du modèle de conception corbuséen et celui proposé par Renaudie. Et pour cause, la rénovation du centre-ville d'Ivry-sur-Seine est réellement un projet commun à partir de 1968, où la juxtaposition de vos architectures respectives est avérée. Alors, les années 60 sont la période où la ville nouvelle est un véritable
est un véritable enjeu pour les pouvoirs publics, période de remise en cause de l'urbanisme, de la reconstruction d'après-guerre. Une politique de logement qui vise à rénover puis à reconstruire les grands ensembles. Votre proposition est de favoriser l'appropriation de ces logements en cherchant des éléments communs entre individus, tout en préservant la singularité de chacun. Le but est dans l'amélioration de la vie commune, que ce soit au sein du logement que du quartier. Créer une unicité. Je cite, « Chaque élément prend son sens que dans sa combinaison avec un ensemble. » La ville d'Ivry-sur-Seine sera votre lieu d'investigation au changement. C'est un cas emblématique dans l'évolution des banlieues rouges. Elle est le symbole du bastion communiste, d'une ville modèle où se succèdent les grandes figures dirigeantes du parti. Merci. C'est aussi là que sera fait le premier HPM avec deux points d'eau qui s'appelle le bâtiment Marat. Conquise dès 1925 par le PCF, avec sa tête Georges Maran, l'équipe municipale communiste développe très tôt des politiques sociales célébrées dans le film de la Libération Ivry ou 20 ans de gestion municipale communiste. Georges Maran, de nouveau maire entre 1945 et 1965, en parallèle de son activité parlementaire, entreprend alors grands travaux qui vont profondément modifier l'image de la ville. Soutenu en cela par le député de la ville, Maurice Thorez. La rénovation urbaine d'un centre ancien est écartée. La construction de grands ensembles HLM et la mise en place de nouveaux équipements sociaux et culturels donnent à Ivry une image résolument moderne. À partir des années 1960 et à l'arrivée de Jacques Laloé comme maire, les travaux de rénovation s'intensifient. L'Office HLM, mis en place en 1923, soutient ces grands travaux qui transforment le centre-ville. Comme nous allons pouvoir le voir dans votre présentation des 60-80, vous réaliserez à Ivry-sur-Seine différentes typologies de logements, proposant un paysage urbain riche et varié. Tous ces bâtiments ont une écriture très caractéristique, mais au-delà témoignent de recherches typologie proches du Team 10. Les débats en 1968 vous permettent ainsi qu'à Renaudie de réaliser des projets très innovants, tels que l'immeuble Daniel Casanova édifié en 1972. Vous ouvrez ensuite de nouveaux chantiers de réflexion. Dessiné à partir de 1978, livré en 1981, beau connu, le quartier de la place de la Fontaine à Villejuif en constitue une des premières concrétisations. Cet ensemble situé près de la mairie comprend des logements sociaux en duplex et des espaces communs. Ce projet est développé cette fois à l'horizontale. La construction est ponctuée de terrasses et patios et représente une solution alternative aux formes urbaines banales et persistantes de la banlieue que sont malgré tout les tours et les pavillons. À la différence de la tour, la nappe n'est pas un objet figé. Son plan résulte d'une addition de modules en lanières définis par les logements à patio et terrasses. À ce titre, la réalisation Villejuif n'est qu'une partie d'un projet initial plus vaste. Elle en constitue un prototype extrêmement convaincant, dont les principes se retrouvent dans le quartier de la Maladrerie. De 1975 à 1986, vous concevez à Aubervilliers la Maladrerie, un projet riche au sein duquel se combinent logements, services et espaces publics. Il s'agit là d'une belle illustration de votre conception de l'habité, en offrant aux usagers une multiplicité de propositions spatiales.
je cite, « la maladresse dont les formes s'écartent délibérément de l'image stéréotype de la régie de construction HLM. Ne se veut pas pour autant en rupture avec le contexte de la ville, partout où cela est possible. Les constructions nouvelles accolent aux immeubles existants, effacent du paysage urbain, leurs mornes mitoyens aveugles. Vos productions se situent à l'opposé des grands ensembles dont vous critiquez le mode de fabrication. Par comparaison aux grandes agences de l'époque, vous édifiez peu de logements. Renaudot en construit à peine 400 de son vivant, un peu plus de 1100 en incluant les réalisations terminées après sa disparition en 1981. Vous en comptez moins de 2000 en 35 années d'exercice. Vous vous appliquez à ce que chacun soit le produit d'une réflexion attentive sur l'espace. Je cite pour terminer, « Les gens ont des habitudes, des aspirations et des intentions distinctes qui leur servent autant qu'une culture apprise et déterminent d'abord leur choix. Lorsque je connais les besoins des futurs habitants, je peux faire des propositions qui paraissent aberrantes, mais qui se justifient complètement compte tenu de la situation de la famille. » Voilà. Là, maintenant, je vais vous passer la parole à Madame Indiana Gollet-Bagoro. Merci Hélène, merci Lia pour cette présentation donc, qui contextualise un peu le travail de Madame Renée Gayousté. Alors Madame Renée Gayousté, vraiment je suis particulièrement ravie de vous avoir avec nous et c'est pas pour me faire bien voir de la direction, je tiens à le dire immédiatement. Immédiatement, la chose est périmée, je le sais. Bon voilà, c'est vraiment pour d'autres raisons dont je vais m'expliquer maintenant. Alors évidemment, je sais votre discrétion, souvent relevée par les auteurs qui ont écrit sur vous. Je connais votre réticence à être posée et comprise comme étant une des premières femmes à avoir eu son bureau d'architecture, et je le comprends. Évidemment parce que ce catalogage genresque, on va dire, nuit forcément à l'analyse d'un travail. Pourtant, je dois vous dire, Madame Gayousté, que vous faites partie de mon panthéon caché des figures féminines, que c'est bien en tant que femme architecte, et vraiment je m'en excuse, que jeune étudiante, bien assise sur mes convictions politiques, je tombais sur un débat très animé sur la question des dalles urbaines. Que si les défenseurs, que si les détracteurs, et nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter ensemble. Malheureusement, alors vas-y, tiens, ouvre-la, celle-là, juste celle-là. Oui. Alors malheureusement, la seule que j'avais réellement pratiquée jusqu'alors était celle du quartier Mériadec, ancien quartier populaire de Bordeaux, dont la rénovation débutait en 1968 et qui se prolongea jusqu'au début des années 80, donc de manière assez concomitante finalement à la rénovation d'Ivry. Jean Royer, Paul Lagarde, Jean Villerval en seront donc les architectes en chef. Alors Jean Villerval, juste pour contextualiser un peu, c'est un architecte qui va intégrer ce qu'on a appelé le Collège des architectes du nucléaire, après de Claude Parent, Paul Andreu, Roger Talibert et Paul Delouvrier. Ils vont construire notamment 5 centrales nucléaires de 1980 à 1985. Bon, simplement pour vous dire qu'effectivement, la question de la dalle urbaine, elle peut se traiter de différentes manières et avoir... on va dire, une incidence sur le paysage de la ville complètement différent. Simplement sur la partie Mériadec, vous avez compris que les axes de circulation en bas, vous avez les voitures, au-dessus c'est dédié aux piétons, mais c'est quand même une photo qui est assez récente dans la mesure où il y a le tram, et le tram à Bordeaux date d'un peu plus de 10 ans. Donc le vert que vous voyez sur la partie basse n'existait pas alors. Alors, pour revenir à mon petit récit, à l'époque, évidemment, lors de ce départ, on ne peut pas dire que j'avais brillé par la pertinence de mon point de vue sur la question. À ce moment-là, un ami me dit « va voir Ivry ». Et c'est ce que je fais. Mes premières sensations furent assez contradictoires.
Les terrasses végétalisées disaient une volonté, une attention à l'habitant. Il ne s'agissait pas de planter 3 arbres au milieu d'une cour commune pour satisfaire, on va dire, une vision un peu étriquée de ce que doit être un espace public, mais de laisser à chacun s'approprier et s'activer dans un espace dont il disposait, et en même temps, cette appropriation participait de l'ensemble du bâtiment. Cela se comprenait vraiment au premier regard, un petit peu attentif, évidemment. Je n'étais pas encore initiée à la compréhension du béton, aux théories brutalistes, telles qu'énoncées par Le Corbusier pour la Cité radieuse. Dans ma formation, on va dire classique, on passe en revue les églises romanes, les églises gothiques, la Renaissance italienne, la Renaissance française, et avec un peu de chance, la Renaissance allemande. Mais rien sur l'habitat ordinaire. Je ne disposais donc pas à l'époque d'outils critiques, et je me retrouvais donc simplement livrée à des émotions, à des sensations, à des compréhensions, on va dire, intuitives. Mais j'ai su plus tard, en vous lisant, comment vous passiez de Vasari à l'analyse de l'architecture des modernes avec une dextérité intellectuelle que j'admire toujours. Je me retrouvais donc un peu démunie pour décrypter ce que je voyais, démunie mais non rebutée. Malgré le temps qui commençait à faire son œuvre sur les bâtiments, mon intuition me disait qu'une volonté, un engagement avait dû faire naître une telle architecture. Il ne pouvait évidemment en être autrement. La complexité de ces logements sociaux contredisait l'efficacité que l'on comprenait au premier regard posée sur un grand ensemble. Rien que cela, finalement, devait avoir un sens. Mon trouble est venu du circuit dont disposaient les piétons. Des chemins étaient là, des passerelles, des galeries, mais je me trouvais dans l'expectative d'en emprunter certains. Y a-t-il une grille? Non. Est-ce encore la ville? Suis-je chez quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit? Et nous verrons à quel point ce droit à la ville, formulé par Henri Lefebvre, tient une place particulière dans votre manière de travailler l'architecture dans la ville. Des questions donc, des troubles, des intuitions, puis à bien y réfléchir, la certitude que derrière tout ça se trouvait une idéologie, une conviction forte à laquelle l'architecture répondait. Une réponse formulée dans la matière d'une certaine idée du vivre ensemble et de l'urbanité. Les sensations de la néophyte que j'étais alors ont trouvé leur réponse à mesure que s'est construite ma culture architecturale. Et stupeur et tremblement, fébrile on va dire, lorsque j'appris que l'architecte en chef de ce projet était une femme, vous. Dès lors, je devais évidemment absolument creuser la question et en savoir un peu plus. Alors, de toute cette petite anecdote que je viens de vous conter, reste qu'aujourd'hui, ma première fois avec l'architecture contemporaine, on va dire en conscience et attentive, eh bien, ce fut Ivry. Et de ce fait, Madame Gaillousté, ce fut la première fois où nous nous sommes rencontrés. J'ai lu quelques années plus tard Des racines pour la ville, l'essai d'architecture que vous avez publié en 1998. Le chapitre intitulé « La ville pratiquée » a une valeur toute particulière pour nous. D'abord parce que le titre de ces journées d'études y fait directement référence, mais également parce qu'il nous permet de mieux percevoir et comprendre les analyses, les liens idéologiques, théoriques, historiques qui s'opèrent et nourrissent votre travail. Mais au-delà, il laisse également entrevoir une manière de concevoir le travail d'architecte. Car le fil de votre réflexion est largement enrichi de références qui vont de la citation sociologique ou philosophique à celle de quelques poètes. Ce processus, finalement, par maillage, par rebond, où la discussion côtoie l'intuition, répond à l'organisation de travail que vous avez eue, donc, comme l'ont souligné Hélène et Lia, basée sur la collaboration avec d'autres architectes, notamment Jean Renaudy, dont on connaît l'étroite osmose intellectuelle que vous avez eue, puis avec des personnages tels que le sculpteur Marc Charpin, et bien d'autres intellectuels encore, que nous aurons peut-être l'occasion d'aborder. Jeunes architectes également, à qui vous avez su donner une place à leur expression personnelle. La ville pratiquée, donc, laisse apparaître la compréhension que vous avez de la ville et du citadin, de son urbanité, comme je l'expliquais hier. La ville, dites-vous, est d'abord un lieu de vie, avant d'être architecture.
L'acuité dont vous faites preuve vis-à-vis des détails de vie s'illustre par la présence constante d'anecdotes liées à la réalité d'une pratique de la ville par vos concitoyens. Déambulations, places animées, ruelles intimes d'hier ou d'aujourd'hui, de sorte qu'il apparaît une volonté de revenir en permanence sur ce qui fait vibrer une ville. Mais au-delà de l'attention de ces anecdotes, nous indique également l'échelle à laquelle vous situez votre travail, celle de l'homme, et votre prédilection pour le logement collectif ou les infrastructures d'ensemble. À une époque, et il faut le préciser, où ce n'était pas considéré comme des plus valorisants. Et tout ceci, finalement, dit votre engagement constant à défendre cette place de l'humain à travers le logement collectif. Ici, déjà se comprend votre vive opposition aux grands ensembles, ces cages à lapins déshumanisantes, ces tiroirs dans lesquels on a mis des familles, pour citer votre alter ego Jean Renaudy. Alors, une petite parenthèse sur les grands ensembles, c'est qu'ils ont été énormément construits donc, au moment de la reconstruction après-guerre, on va dire à l'économie, et que très rapidement, donc, ils ont eu besoin de campagnes de rénovation, et ces campagnes ont été soumises notamment à des concours, entre autres, à partir des années 60. Donc ces grands ensembles, à l'époque où vous débutez votre activité d'architecte, cristallisent toutes les critiques idéologiques et formelles faites aux modernes. Comme si finalement la charte d'Athènes n'avait réussi qu'à accoucher d'un hydre à 4 têtes, monstre d'aliénation et de contrôle. La prédominance d'une vision démocratique de la pensée des modernes avait fait long feu. L'habiter, travailler, circuler, se distraire ne sont plus que des outils de plus livrés aux besoins de rationalisation des gestionnaires et au contrôle des politiques. La nouveauté, dites-vous, n'étant vue par eux que comme l'émergence de nouveaux problèmes et non de solutions. Mais au-delà, et comme pour nous rappeler l'échelle à laquelle vous placez votre réflexion, vous soulignez qu'un tel classement n'est pas démocratique, car il s'adresse qu'à une partie de la population, dites-vous, économiquement correcte, et non à la diversité sociale qui se trouve sur le territoire urbain. Ainsi, vous en avez déjà eu un peu des exemples, les artistes, les enfants, les étudiants, les vieillards, qui ne peuvent pas être inclus dans ces catégories. Cette quadrature a eu pour conséquence un urbanisme rigide, fait de lignes droites tracées à la règle, qui crée des paysages fermés, des murailles opaques, encadrés par des axes de circulation exclusivement dévolus aux voitures. Le citadin, dépossédé de sa ville, se retrouve donc coincé, dites-vous, entre des îlots bâtis impénétrables, réseaux routiers, centres commerciaux carnassiers. À cette uniformisation, aux blessures d'une ville déchirée car coupée de ses composantes névralgiques, une solution que vous abordez. Casser l'ordre des bâtis trop répétitifs, remplir l'espace amorphe, isolant les îlots de logement, redonner un sens au fait de vivre ensemble. Cela passe également par le maintien d'un regard à l'échelle locale, au profit de la seule échelle territoriale et du réseau routier, dites-vous. La ville pratiquée, donc, est pour vous construite en tenant compte des singularités, des besoins de vie de chacun des citadins et de l'histoire de la ville, dans laquelle l'architecture s'insère. Ils doivent s'inscrire dans tous les champs complexes qui constituent une ville. La consubstantialité qui existe entre un territoire privé et public exige une solution architecturale en lien avec les besoins d'appropriation que les citadins ont des différents espaces. Protéger son intimité n'empêche pas le souci de l'autre, dites-vous. Il s'agit d'accepter et d'inventer de nouvelles relations entre les différents lieux de la ville, privé, public, passé, présent, terrain, bâtiment, voiture, piéton, façade propre, cour arrière négligée. Ainsi, la place du bâtiment public est questionnée dans son lien névralgique à la ville. Victime de son isolement symbolique, il se retrouve coincé entre un discours architectural souvent prétentieux et l'expression de la hiérarchie d'un pouvoir. Quel lien peut-il exercer entre la sémiotique de la démocratie et la pratique démocratique? Car l'architecture doit favoriser les contacts et l'éclosion des relations plutôt que leur domination, disait Renaudy, donc au moment de la cité
la justice pour Lyon. Pour aboutir à d'autres espaces, il faut changer de méthode et d'attitude. Il faut prendre en compte les rêves, le désir d'enracinement, les différences, les créativités personnelles et collectives, bref, tout ce qui est évacué habituellement au profit d'une foi dans la technique et d'une rigueur égalitaire. Cette phrase, empruntée à l'architecte belge Lucien Kroll, donc qu'il a formulée en 1981 à propos de la rénovation de la cité des 7000 à Alençon et que vous citez dans votre ouvrage, prolonge votre souhait d'une architecture bienveillante, par laquelle les savoirs pratiques accumulés par chacun à propos d'une ville vécue seraient mis en œuvre, dites-vous. Des propositions urbaines qui garderaient un caractère ouvert. Et c'est notamment, nous avons pu le voir, ce que vous avez mis en pratique à Ivry ou à la Maladrerie à Aubervilliers notamment. Vos propositions sont des appartements en duplex, tous différents, grâce à un plan de construction singulier. Quelques poteaux supportent une dalle sur laquelle peuvent s'agencer librement les logements. Mais peut-être, je ne m'attendrai pas sur la question, mais la technique de construction a son importance dans la formulation du logement. Elle s'accompagne de terrasses, jardins. L'espace de circulation autour des bâtiments crée des circuits libres à la déambulation, à la flânerie. Des axes relient les logements aux infrastructures, au commerce, à tout ce qui constitue la ville à vivre. Mais donc, je ne m'y attarderai pas puisque c'est ce que vous allez pouvoir envisager pendant le visionnage du documentaire d'Anne Rizzo. Alors, si l'approche idéologique imprègne votre essai, elle se comprend à plus d'un titre. Vous avez longtemps travaillé avec des municipalités communistes de la ceinture rouge parisienne qui vous ont permis, au-delà des accointances d'idées, de faire valoir votre conscience aiguë du fait social. L'architecture, dites-vous, reste dans le champ idéologique. Mais la pratique, si elle participe de l'idéologie, contribue aussi à l'évolution de cette idéologie. C'est à partir de cette pratique que nous essaierons d'avancer. Phrase prononcée en 1973. La valeur exploratoire de vos propositions, l'aspect visionnaire qu'on leur reconnaît, plusieurs de vos bâtiments sont inscrits au patrimoine du XXe siècle, s'inscrit donc en conscience sous le chapitre des utopies. Car seule la création de structures urbaines proposées sur le mode utopique garantissent la permanence de la nature. Je vous cite. Et cela fait également référence à Paolo Soleri. Alors là, je m'adresse à mes 5e années, puisque nous l'avons abordé, et notamment sa ville, Arco Santi, qui se situe dans le désert d'Arizona et qui est en quelque sorte un lieu d'expérimentation théorique sur la question de l'habitat urbain et du vivre ensemble. Si dans la ville pratiquée, vous livrez des solutions et des expériences pour créer une ville familière, vous exprimez également vos révoltes. Face à l'apartheid urbain qui multiplie les tensions, centre de décision contre banlieues délaissées, lycées élitistes contre zones sensibles, déséquilibre croissant dans l'habitant et les modes de vie. Et tout ça ne fait que souligner l'exigence démocratique que vous avez pour l'architecture. Face au glissement sécuritaire également, le retour d'une ville rigide, dites-vous, jouant la carte de l'ordre et de la règle. Révolte également face au SDF, catégorie de citadins privés de toute possibilité d'usage, dites-vous, subissant les stratégies du digicode et de la clôture, qui empêchent d'entrer une population peu agressive, puisqu'elle laisse en paix 5 millions de mètres carrés, clos, couverts, chauffés, équipés. 5 millions de bureaux, belles au bois dormant endormis. Autant de constats qui vous font réclamer à la suite de Henri Lefebvre un droit à la ville. Alors Henri Lefebvre, quelques mots, qui est un sociologue, géographe, philosophe, qu'on a souvent classé dans la catégorie marxiste, mais je préciserai qu'il était un farouche opposant au stalinisme et qu'il fut à ce titre exclu du Parti communiste en 1958. Il écrit donc un ouvrage en 1968, Un droit à la ville, dans lequel il donne une définition de ce droit. Le droit à la ville se manifeste comme une forme supérieure des droits. Droit à la liberté,
à l'individualisation dans la sociabilisation, à l'habitat et à l'habiter, le droit à l'œuvre, c'est-à-dire à la participation, à l'appropriation, c'est-à-dire un bien qui est distinct de celui de la propriété, s'implique dans le droit à la ville. Afin que ce droit s'exerce, vous appelez de vos vœux une pratique autre de l'architecture. Vous demandez aux jeunes architectes qu'ils ne se soumettent pas aux idéologies peureuses qui fabriquent des villes forteresses pour riches, mais qu'ils s'intéressent à nouveau au logement pour le plus grand nombre. Alors, pour avoir, je l'espère, démontré l'attention particulière que vous avez à l'habitant, je vous propose de regarder un petit documentaire qui a été réalisé par la municipalité d'Ivry au début des années 70 et qui est sous forme de micro-trottoir, d'interviews des habitants de la ville d'Ivry au moment donc de la rénovation de ce centre-ville. Et nous regarderons ensuite le documentaire donc, de Anne Rizzo sur votre travail, Madame Gaillousté. Je vous remercie encore pour votre présence. Merci. Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez à Ivry? Oui, ça fait 15 ans. 15 ans, et dans quel quartier? Ici, là, au dépôt des autobus. Et vous aimez votre quartier? Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'y suis né. Puis j'ai été à l'école ici, j'ai passé tout. Ici, dans mon coin, c'était, si vous voulez, un village. C'était un village, Ivry. J'ai vu la transformation d'Ivry par les bonnes sœurs, déjà, le séminaire, tous ces trucs-là. La transformation du métro, là, où j'allais chercher mes salades avec mon père dans le temps. Maintenant, c'est le 40 à HLM, Puis maintenant, tout ce quartier-là qui va être transformé. Et ça, pour moi, ça va faire un vide important. Je me suis jamais fait à Ivry. Vous voyez, il y a 15 ans que j'y suis, je ne me suis jamais fait. C'est pas une ville qui est plaisante, Ivry. Vous aimez votre quartier? Oh, bah, une fois qu'on est habitué, hein, vous savez. Oh, moi, je trouve que c'est bien. Je viens de la campagne, ça fait 3 ans qu'on est ici, je me plains pas. Ça va bien. Bah, moi, il faut croire que ça me plaît, sans ça, je serais pas parti. Depuis 69 ans que j'habite Ivry, et il y a eu pas mal de travail de fait, au contraire, même. Il y a eu des belles choses. C'est-à-dire? Bah, tout regarder pour les logements, pour tout ça, pour bien des choses, les trottoirs. C'est que moi, Ivry, je l'ai connu, cette avec des gens. Et maintenant, vous savez, c'est... Vous n'êtes pas satisfaite de votre quartier? Ah non, moi je suis pas du tout d'Ivry. Je crois qu'il faut y naître pour aimer. Hein. Moi je suis bien ici à Ivry. Vous habitez dans quel genre de logement? Un petit logement de rien du tout, où on est 4 locataires. C'est un des seuls logements qui reste au lieu d'avoir les grands immeubles. Et au point de vue logement, quel genre de logement vous avez? En HLM. Et vous êtes satisfait de... Oh, oui, très. Oui. Pour une famille de 8 enfants, c'est pas assez grand. C'est du HLM ou Non, non, c'est pas des HLM, c'est un petit pavillon, quoi. On a quand même l'air, on n'est pas trop l'un sur l'autre. Enfin, vous voyez là qu'on n'est quand même pas trop l'un sur l'autre. Ça fait pas, moi je trouve que ça fait pas cabane à lapin, vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes rentrés dans les maisons, c'est quand même, comment dirais-je, les maisons, il y a quand même des paliers, nous sommes que 3 par palier, vous voyez, que j'ai déjà vu des HLM qui avaient vous êtes des fois 10 sur un palier, que là, c'est que 3. Vous trouvez que c'est bien conçu, quoi? Oui, c'est pas mal conçu, surtout, vraiment, c'est pas mal conçu. Et les loyers sont vraiment, pour les ouvriers, c'est assez bien, c'est bien. Pour l'instant, ça va, je me plais bien, Ivry. Je vous dis surtout,
Dans notre quartier, pour l'instant, c'est vieux, mais enfin, il paraît que ça va être changé, alors comme ça ira. Au point de vue distraction, est-ce que justement il y a des équipements suffisants dans votre quartier ou... Oui, enfin, dans certains quartiers, il y en a pas mal, mais dans d'autres, comme le plateau à Ivry, il n'y a pas tellement de... Vers le haut d'Ivry, il n'y a pas tellement de maisons de jeunes, etc. Enfin, c'est un quartier assez, pas isolé, mais où il n'y a pas tellement de distractions. Qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier? Il est Vous y très... trouvez ce que vous voulez? À part les commerçants, c'est assez difficile. Je trouve qu'on n'a pas assez de commerçants. C'est-à-dire que comment vous faites? C'est-à-dire que nous allons tous au magasin J ou à la coopérative, mais enfin, c'est pas suffisant. Il nous manque pas mal de choses. Sinon, le quartier est bien. On s'y plaît. Pourquoi est-ce que ça vous plaît? C'est agréable malgré tout. Je sais pas, les bâtiments sont assez jolis dans l'ensemble. Et puis, enfin, nous avons pas mal de verre. Et vous êtes satisfaite de votre logement? Ah oui, très. Ah oui. Et au point de vue des équipements sociaux, vous trouvez que ça a bien changé, c'est très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça s'est nettement amélioré quand j'étais gosse. Moi. Maintenant, je trouve ça splendide, tout ce qu'on fait. Vous pensez qu'il y a tout ce qu'il faut ou... Il y a certainement pas tout ce qu'il faut encore, mais enfin, c'est déjà bien amélioré. Il y a des écoles, il y a les centres, il y a un tas de choses qui sont bien maintenant. Pour les tout petits, nous avons un dispensaire qui vient d'ouvrir, là, il n'y a pas tellement longtemps, qui est très bien, ma foi, qui est moderne. Et puis, moi, je vois pas, au point de vue sport, il y a quand même des choses à envisager, à voir. C'est suffisant comme équipement sportif? Non, s'il pouvait y avoir un plus grand gymnase, plusieurs stades, ça serait beaucoup mieux. Oui. Moi, personnellement, je ne trouve pas ce que je cherche. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas très facile. Question d'habillement, par exemple, si vous voulez trouver quelque chose qui ressort de l'ordinaire, il faut aller à Paris. Ici, on ne trouve rien. Surtout que moi, je ne demande pas, il n'y a pas beaucoup d'amusement dans le coin, mais enfin, comme moi, l'amusement ne m'intéresse pas tellement. Ça manque un peu, ça manque. Si au point de vue distraction, ça manque. Je crois que tout le monde a sa télé, heureusement d'ailleurs, mais ça manque. De ce point de vue distraction, justement, qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Écoutez, je sais pas, moi, il n'y a pas de cinéma. Déjà, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas... Dans Ivry, il n'y a pas grand-chose, à part le Luxi qui se trouve là-bas, à l'autre bout d'Ivry. Il y a un cinéma. Maintenant, ça, il faut demander ça aux jeunes. Moi, à 36 ans... Surtout au point de vue distraction, il n'y a pas tellement... Si, il y a pas mal d'efforts qui a été fait par la municipalité, mais c'est pas suffisant. Vous savez, malgré tout ce que l'on fait, c'est quand même la collectivité qui le paye. Alors la mairie, ils ont quand même des problèmes. Ce qu'ils nous donnent aux vieux d'un autre côté, ils sont obligés de leur prendre sur les jeunes de l'autre. Au point de vue culturel, moi j'ai connaissance du centre culturel qui est à côté de la gare. Il me semble très bien. Je l'ai utilisé quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, j'ai plus le temps tellement de m'en occuper, mais je pense que c'est une chose très bien et c'est une chose à développer, si vous voulez. Au point de vue distraction et au point de vue culturel, qu'est-ce que vous... Au point de vue distraction, j'estime que Ivry, ils en manquent un peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Un peu plus d'animation. Pour moi, je suis pas jeune maintenant et la culture, moi, maintenant, pas. Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Et comment faites-vous avec votre enfant? Je la nourrice. Est-ce que vous avez des enfants? Un enfant, un bébé. Vous le gardez vous-même ou... Non, elle est en nourrice. Et vous travaillez? Oui, je travaille à Gentilly, pas loin d'Ivry. Et pourquoi le mettez-vous en nourrice? Vous ne trouvez pas d'équipement Non, parce que premièrement, la crèche, c'est difficile de trouver. Et puis, je préfère en nourrice, quoi. Comme dans les crèches, il n'y avait plus de place, alors j'ai décidé de la mettre en nourrice. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas assez de crèches à Ivry. Il n'y en a que 2, quoi. Il devrait en faire plus. Et puis, je l'ai mise en nourrice, c'est parce que, par exemple, si elle a un peu de fièvre ou quelque chose comme ça, ça me permet d'aller quand même au travail. Vous voyez, tandis qu'à la crèche, on est obligé de reprendre l'enfant et puis de le garder. Tandis que là, avec un petit peu de fièvre, je l'emmène quand même, quoi, en nourrice. Vous travaillez en ce moment ou... Oui, je travaille dans le bâtiment. Vous travaillez sur Ivry même? Non, pas dans Ivry. Non. Ça vous pose des problèmes au point de vue transport? Je prends ma voiture, je vais en voiture, alors c'est pas... C'est pas loin? Oui, c'est avant d'arriver à Melun, là. Et vous
préfériez pas trouver du travail à Ivry Ah, ça oui, je préférerais trouver du travail ici, mais à condition que ça paye. Enfin. Moi, je vais où j'ai ma vie à gagner. Par rapport à d'autres, vous trouvez que c'est intéressant d'avoir des entreprises sur Ivry ou... Oui, bien sûr. C'est-à-dire C'est-à-dire que par rapport à d'autres, par rapport à ceux qui prennent le train ou le métro, etc., là c'est intéressant. Enfin, il y a beaucoup moins de frais de voyage, etc. Et aussi pour le temps de voyage. Au point de vue du travail, est-ce que vous connaissez la situation de l'emploi à Ivry? Bah oui, il y a beaucoup d'usines qui sont parties. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, ça, ils auraient mieux fait de rester. Hein. Bah, c'est-à-dire, depuis un certain temps, le port il est complètement mort, là. Dans ce sens qu'il y a eu du déménagement, il y a eu des transferts d'usines. Dans le temps, ici, il n'y avait pas moyen de traverser, c'était des noirs d'ouvriers, là. Et maintenant, regardez, c'est aux heures de sortie, il n'y avait pas moyen de traverser. Est-ce que maintenant, il n'y a rien à faire? Il n'y a presque plus personne ici. Tout le monde a travaillé à droite et à gauche. Les usines, c'est des magasins, des trucs comme ça. Et les grandes usines, il n'y en a plus. Il n'y a plus beaucoup de personnel. C'est dû à quoi, d'après vous? Comment? C'est dû à quoi, d'après vous? Bah, les maisons ont voulu s'agrandir, par exemple, c'est surtout après la guerre. Là. Alors, du fait qu'ils n'avaient pas les moyens de s'étendre, ils ont été obligés d'aller en province ou dans la grande banlieue. Et vous pensez que c'est bénéfique, cette distance? Bénéfique pour ceux où les usines se montent, oui. Mais au point de vue de ceux qui habitent par ici, non, parce que maintenant, ils sont obligés de se déplacer. Mais dans le temps, tous les gens d'Ivry, en somme, ils travaillaient ici, à Ivry. Tandis que maintenant, ils sont obligés de prendre le métro ou les voitures hautes. Vous voyez, parce qu'ils n'ont plus de travail sur place. C'est le gouvernement qui cherche à vider la banlieue parisienne de ses usines, quoi, et les éparpiller en province car il y a de gros avantages. Il y a les primes de décentralisation qui interviennent et qui leur permettent à eux de construire des usines à peu de frais. Là, ici, là, c'est l'usine Lemoine. Avant la guerre, c'était une des plus grandes usines de la banlieue de Paris. Il n'y a plus rien. Par exemple, à la SKF, il y a eu une suppression d'emplois de 2002. Nous sommes passés à 1200 en l'espace d'une dizaine d'années quand même. Il y a des boîtes, par exemple, chez Postillon, chez Damois, qui ont licencié pas mal de travailleurs. Dans quel quartier habitez-vous? Là, c'est le port, sur le boulevard Sadi-Carnot, oui. C'est en train de se transformer en ce moment? En ce moment, oui, pas mal, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, il faut que ça soit fait un petit peu, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la rénovation du centre? Ah bah, quand ça sera fait, ça sera bien. Et vous pensez que c'est nécessaire et pourquoi? Bah oui, parce que tous ces petits bouts de maison qu'il y avait, hein. Enfin, moi, je sais pas, ça fera quand même un plus bel ensemble, question de coup d'œil déjà. Il n'y aura plus de commerçants, il y aura enfin, les parkings, tout ça, les ponts, enfin, ça sera bien. Ah bah oui, moi toutes les vieilles baraques, hein. Moi je te déménagerai tout ça. Ah oui, moi je suis pour le progrès, alors. Ah oui. Alors puis quand même, il y avait des vieilles baraques qu'il fallait qu'ils disparaissent de là. Oui, on ne peut pas rester toujours avec des vieilles maisons comme elles sont là. Ici, dans cet immeuble qu'ils ont démoli, ben, les gens ils montaient dans les escaliers aussi bien dans le jour que le soir, mais on montait toujours avec la lumière. Les lavabos et tous ces trucs-là étaient sur le palier. Le vide égout était sur le palier, vous voyez. C'était encore trop vestuté, vous voyez. Pour moi, c'était comme dans la rue nationale, c'était des logements avec des rats. Alors, ça avait besoin d'un nettoyage. C'était nécessaire d'après vous? Là, comment voulez-vous que les voitures ne peuvent pas passer? Comment voulez-vous avec le coin, là? Les voitures ne peuvent pas passer, c'est tellement peu large. Alors, il faut que ça soit fait, ça. C'est seulement une question de circulation? Ah, beaucoup, je crois que c'est la circulation qui fait. Parce que là, c'était impossible de passer. C'est la question que le soir et le matin, la rue principale est bouchée. Hein? Alors, il faut faire des dégagements assez grands. Tout. C'est une affaire entendue. Cette rue-là, dans mon jeune temps, quand j'avais 17-18 ans, je jouais au ballon dans la rue à 6 h du soir. Maintenant, c'est impossible. Vu la concentration des voitures, tout le monde va au travail en voiture. C'est incroyable le soir, le nombre de camions et de voitures qui passent sans arrêt ici. Alors la rue principale, c'est pareil. Les commerçants sont comme moi ici. On est
abasourdi par le bruit des voitures, des camions, des autobus. Alors, vu le dégagement qu'ils vont faire, l'agrandissement des routes, des rues et tous ces trucs-là, ça va faire du bien à la municipalité et puis au quartier. Et vous pensez que c'était nécessaire? Bien sûr que c'était nécessaire avec le trafic hier. Il y a des bars, on ne peut même pas circuler. Là maintenant, c'est nécessaire d'agrandir les rues, de faire, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire, là encore au-dessus, un viaduc, quelque chose. Moi, je trouve que ça va être splendide, moi, tout ça. Et vous avez vu les tours, qu'est-ce que vous en pensez au point de vue? Moi, j'aime pas tellement les tours. Je préfère ma petite maison, moi. Enfin, les grandes tours, parce qu'on ne peut pas faire un petit... Vous voyez, sans que le voisin il entende. Ça, c'est très bien, les tours, mais il faudrait une insonorisation mieux que ça. Eh bien, ça serait bien, mais les tours, c'est brut en ciment, vous voyez, c'est très bien à l'intérieur, parce que je vais livrer certains clients dedans, c'est très bon à l'intérieur, tout. Je fais partie du handball à Ivry, et mon président fait partie d'une tour où c'était vraiment très bien à l'intérieur, mais les tours sont pas belles, parce que vu les grandes maisons des HLM en briques rouges, et puis Maurice Torres, c'est tout en briques rouges et tout, c'est très beau à faire, que là, c'est ciment brut, il n'y a même pas un coup de peinture, hein, il n'y a rien du tout. Alors c'est pas beau, point de vue architecture. Les immeubles qui sont là, ça vous... C'est-à-dire celui-là, il nous gêne un petit peu pour jouer à la pétanque. Il bouche le soleil. Vous pensez qu'elle était nécessaire ou... Bien sûr, oui. Pour quelle raison? Pour pas voir tous ces vieux tauliers et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est normal, puis qu'on voit des commerçants potables au moins. Qu'avant, on avait des vieilles boutiques. Remarquez, moi je ne suis pas bien au courant, mais enfin, il paraît que ça devrait être bien. Il paraît qu'on va faire comment dirais-je, pour les voitures, vous savez, des souterrains, oui, pour les gens, de remonter, parce que ce sont des passerelles, je crois, pour les piétons. Il y aura des passerelles. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vu les plans. Enfin, il paraît d'après les gens qui ont vu que ça serait bien maintenant. Je n'ai pas bien vu. La rénovation du centre, ça ne fera qu'accentuer encore un centre commercial et faire un groupement juste dans le centre, et puis le stand sera complètement désert. Tout durant au contraire, au lieu d'aller chercher la disparité, on groupe tout dans le même coin et puis c'est fini, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Oh non, de ce côté-là, je suis pas d'accord. Il faudrait mieux chercher la dissémination un peu partout, de façon que tous les coins vivent et qu'on n'aille pas juste à un centre commercial où il y a un semblant d'activité, puis le stand est complètement mort. Vous êtes commerçant? Ouais. Et Ivry, pour vous, c'est plutôt une ville ou une banlieue? Oh, c'est une ville. Et pourquoi ça ressemble plus? 50 et quelques mille habitants, ça veut quand même devenir une petite ville. C'est ni ville ni campagne, quoi, si on voudrait dire. Ou alors c'est une vieille banlieue, quoi. C'est quelque chose qui a justement besoin d'être rénové. Pour vous, est-ce que c'est vraiment une ville, Ivry, ou est-ce que c'est une banlieue? C'est une banlieue, oui. Pour moi, Ivry, c'est comme si c'est Paris, hein. Parce que franchement, on est à quelques minutes du métro, c'est vite fait, hein. Non, c'est pas une banlieue pour moi. Je vous dis, c'est comme si je suis encore à Paris. Pour moi, c'est la vraie ville, c'est que je suis né, puis que je crois bien qu'on m'enterrera aussi. Ah, c'est une vraie ville, moi je l'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une ville de banlieue? Ah, c'est une ville de banlieue qui est très près de Paris, qui a le métro, qui a tout, et pour moi, j'aime beaucoup ma ville. Et le jour qu'on va m'exproprier et me raser, j'en aurai gros sur le cœur, même à risque à pleurer de mon quartier. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez encore de l'influence sur le devenir de ces logements finalement. De la rénovation, ouais. Oui, par rapport à la rénovation. Oui. Oh, non, je n'ai aucune influence professionnelle. J'y habite, ce qui constitue un effet secondaire. Quand je croise des gens, de temps en temps, j'entends qu'on dit « c'est l'architecte ». Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça donne la mesure quand même de l'importance de notre travail, puisque des années et des années après, il y a encore ce réflexe des gens de me situer par rapport au bâtiment. Voilà. Mais disons que ça ne représente aucun effet, de révérence. Mais ça donne la mesure des relations qui peuvent s'établir entre votre travail et puis la vie des gens. Et ça, c'est toujours assez gratifiant. Parce que c'est vieux tout ça, hein, ça remonte à des dizaines d'années maintenant. Et au niveau des
rénovations qui ont eu lieu au centre d'Ivry? Il n'y a pas eu beaucoup de campagnes de rénovation. Il y a eu, c'est du béton brut, Ivry, et la ville a quand même eu l'élégance, quand elle trouvait que le béton brut était un peu fatigué, un peu noirci, de repeindre en gris béton. J'ai jamais eu à me battre pour éviter qu'il y ait une tour qui soit jaune serein au milieu de la rénovation. C'est plus ou moins du béton brut encore. En fait, ça reste encore en très grande partie du béton brut, mais les parties repeintes jouent assez le jeu. Enfin, elles sont en gris béton et l'unité du quartier est vraiment maintenue, sans qu'on ait à se bagarrer, à demander quoi que ce soit. Ça se fait assez naturellement. Et ça, je trouve que c'est quand même assez plaisant, parce que j'ai des amis architectes qui ont eu des rapports beaucoup plus difficiles avec leur maître d'ouvrage et qui allaient jusqu'à décider de la démolition de certains bâtiments. Enfin, je ne pense pas que ce soit dans l'air à Ivry, mais je sais que ça représente un drame épouvantable pour quelqu'un qui a travaillé pendant des années à étudier un bâtiment et après à le construire. C'est vraiment une chose épouvantable, quoi, pour un architecte de vivre ça. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. D'autres questions? Bon, peut-être pour parler un petit peu de la production architecturale, le semi-duplex, c'était une sorte de proposition théorique qu'avaient faite Candilis, Josic et Woods. C'était une équipe de 3 architectes qu'on regardait beaucoup. C'était un peu des enfants de Corbu, mais qui ont produit des choses assez intéressantes, y compris une ville entière dans le midi de la France qui s'appelle Bagnols-sur-Cèze. Bon, moi, je la connais pas bien, Bagnols. Je connais Bagnols-sur-Cèze par des publications, mais j'y suis jamais allée. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a une continuité de travail quand on est dans ce métier entre les choses qu'ont fait les autres et puis ce qu'on produit soi-même. Parce qu'on ne travaille pas sur un terrain nu et sur des données qui ne sont pas communes avec ce qui s'est fait avant. Et bon, la formation architecturale, ça passe beaucoup là-dedans. Bon, y compris d'ailleurs sur des choses beaucoup plus anciennes, beaucoup plus exotiques, mais beaucoup plus que les théories écrites de l'architecture. C'est cette espèce de connaissance du travail des autres qui fait qu'on peut produire, parce qu'on ne produit pas à partir de zéro. Enfin, l'habitat, c'est une des choses les plus répandues sur Terre, et connaître l'habitat des autres, c'est aussi une façon de produire des choses qu'on hésiterait à produire peut-être. Je me souviens d'un voyage en Espagne où j'ai habité, je ne sais même plus si c'était un hôtel ou chez des gens, dans un espace qui était assez intéressant. Il faisait très très chaud et la chambre était tout en longueur. Elle devait faire 3 ou 4 mètres de large, mais au moins une quinzaine de mètres de long. Et il y avait une partie où était le lit, bon, qui était dans la pénombre, bien évidemment, et progressivement la lumière occupait tout cet espace jusqu'à la terrasse qui était extérieure. Et des choses comme ça, ce n'est pas des choses qu'on peut théoriser, mais quand on vit cette expérience-là une fois, tout à fait par hasard, ça vous fait réfléchir sur la façon dont on peut occuper l'espace et le distendre pour répondre à des besoins bien précis. Vous me donniez une anecdote tout à l'heure par rapport à la seule maison individuelle que vous avez étudiée, non pas réalisée, mais produite. Oui, alors c'était une maison que j'ai étudiée, qui malheureusement ne s'est pas faite, pour une dame dont je connaissais les filles. Et bon, le fait de connaître cette famille, ça m'a permis de faire une maison quasiment sur mesure, qui malheureusement ne s'est pas réalisée, mais ce n'est pas très très grave. Et il y avait tout un ensemble de jeux. Par exemple, la fille aînée avait une terrasse tout en haut, avec un petit escalier assez privatif, même tout à fait privatif, qui lui permettait de foutre le camp le soir quand elle ne voulait pas que ses parents la voient. Un escalier extérieur au lieu de l'escalier intérieur de la maison. Et puis il y avait la fenêtre de la cuisine au rez-de-chaussée, qui était, la lège de la fenêtre, la partie opaque de la fenêtre, correspondait à l'eau
ça se passait à Madrid. Hein, et à Madrid, ils aiment beaucoup les piscines, mais à l'eau de la piscine. Ce qui fait que quand elle faisait sa vaisselle, elle pouvait surveiller les enfants qui étaient dans la piscine. Elle les avait vraiment à hauteur d'œil. Enfin, c'est des choses, c'est des détails. Ça ne fait pas partie de la théorie architecturale, mais quand vous avez expérimenté ce genre de choses, ou quand vous y avez pensé tout simplement, parce qu'on peut y penser sans l'expérimenter, et attendre une occasion de l'expérimenter, bon, c'est des choses qui rendent la construction d'une maison beaucoup plus vivante que si vous vous dites, bon, il faut 2 portes entre les WC et la salle de séjour. Je donne cet exemple parce que c'est une chose qui m'a obsédée pendant assez longtemps, parce que moi je disais, mais pourquoi 2 portes, c'est ridicule. Mais en fait, bon, il y avait une raison. Seulement, c'est des raisons médiocres. Et je trouve que c'est pas à partir de ces raisons-là qu'il faut occuper l'espace. Et le parcours de la lumière, c'est une chose qui me paraît vraiment fondamentale à l'intérieur d'un logement. Et finalement, c'est pas tous ces éléments qui font théorie au final, c'est-à-dire toutes ces observations. Oh, ça fait pas vraiment théorie, ça fait plutôt pratique, on pourrait dire. Qui finissent par poser un certain nombre de réflexions qu'on analyse avec tous les outils qui sont à la fois pratiques et de savoir théorique. Tout ça se combine. Oui, mais composer, non oui, c'est vrai en principe, mais personnellement, j'ai fait très très peu d'enseignement parce que chaque fois que j'ai fait de l'enseignement, c'est parce que j'avais plus de travail comme architecte. Alors j'ai rencontré un ami architecte qui m'a dit bon, t'as pas de boulot en ce moment, viens donc à l'école spéciale, ça te paiera tes banilons. Voilà, c'était sa raison de m'engager à l'école spéciale. Bon, l'enseignement, je crois que c'est quelque chose de très intéressant, mais en tant qu'architecte, j'ai toujours trouvé que le travail d'architecture était déjà bien assez lourd sans qu'on l'accompagne d'une partie enseignement. Enfin, j'ai fait de l'enseignement dans le seul moment où j'ai pratiquement pas eu de travail. Bon, ça, chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais bon, l'architecture, c'est quand même quelque chose qui vous obsède assez facilement dans le travail. Bon, parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire un projet. Hein. C'est pas une chose qu'on décide comme ça au coin d'une table. Il faut des mois quelquefois pour faire un projet. Et puis le projet peut évoluer, il peut y avoir de nouvelles demandes. Enfin, c'est un travail qui est toujours en rapport avec un dialogue, soit de la personne qui veut construire, soit de l'entreprise qui a des contraintes personnelles. Ou alors de découvertes qu'on fait. Enfin, moi, je me souviens d'un des bâtiments les plus importants que j'ai fait, le bâtiment Marat, dont vous avez vu quelques images. À un moment donné, à force de creuser, ils sont tombés sur la voûte du métro. Donc il a fallu quand même qu'on modifie assez sensiblement l'implantation du bâtiment parce qu'on ne pouvait pas peser avec notre immeuble sur la voûte du métro qui était tout près, en fait. Bon, moi je vous donne des raisons comme ça très très triviales, mais finalement l'architecture c'est pas un métier purement intellectuel, c'est une chose avec laquelle on est tout le temps en rapport avec des réalités, la réalité des gens qui vont l'habiter, même si vous ne les connaissez pas, vous vous dites oh quand même c'est pas possible d'installer une chambre avec une entrée aussi compliquée. Donc, même si vous ne connaissez pas les futurs locataires ou propriétaires, mais moi j'ai surtout travaillé pour la location, vous êtes amené à faire des choix d'après votre propre expérience, finalement. Un architecte, c'est un bâtisseur qui parle latin, c'est un maçon qui parle le latin, disait Adolf Loos. Ah oui, j'avais oublié qu'il disait ça, mais je crois qu'il parlait surtout allemand. Je voudrais vous demander quelque chose. Il me semble qu'à la fin des années 70, un groupe d'architectes a publié un livre qui s'appelait « Le volume bleu et jaune ». Le volume bleu et jaune. Non, je ne connais pas. En fait, ils ont théorisé ce que vous venez de dire sur la lumière, notamment sur tout le parcours que la lumière effectue dans une maison. Mais bon, je pensais que vous aviez eu des rapports avec eux, peut-être. Non, je ne connaissais pas ce livre, mais moi, je pense qu'en tant qu'architecte, on est tout le temps confronté à cette histoire de lumière. Enfin,
c'est une des choses absolument fondamentales dès que vous faites, enfin tout particulièrement les logements, parce que bon, dans une salle comme ça, moi personnellement j'aimerais autant qu'on voit qu'il y ait des vitrages et qu'on voit les arbres derrière, mais bon, c'est pas toujours possible et puis c'est pas indispensable. Mais par contre, le logement, et surtout le logement tel que j'ai un peu appris à le faire, c'était le logement, mais avec une annexe, presque toujours une annexe extérieure. Au début, quand j'ai fait des bâtiments tours, c'était des loggias, mais des loggias qui étaient dessinés de telle façon qu'on pouvait y installer une table et qu'on pouvait y déjeuner ou même éventuellement y faire un barbecue quelconque, même si on était au 15e étage. Voilà. Merci. De toute façon, les modernes avaient déjà aussi une réelle préoccupation de la circulation de la lumière. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'on ne peut pas faire d'architecture si on n'a pas cette préoccupation-là. Enfin, pour le logement, c'est sûr que c'est fondamental. Excuse-moi, moi j'ai une question ici. En fait, tout à l'heure, vous avez dit le logement, c'est toujours un axe toujours lié avec l'extérieur. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est cet enjeu entre que vous avez fait, enjeu dans la notion donc d'espace public partagé et public et l'espace privé. Et il y a toujours une forme qui est liée à la fonction que les gens pouvaient partager dans cet espace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur la forme que vous avez fait en extérieur, comme l'escalier et les murs cachés? Est-ce que vous avez compris? Finalement, les espaces que vous avez proposés, comme j'ai essayé de l'expliquer dans l'introduction, vous dégagiez de l'aspect, on va dire, fonctionnel pur, c'est-à-dire la possibilité de créer des espaces, des lieux de rencontre, ce que vous dites dans le documentaire, c'est-à-dire on peut circuler dans la ville en se croisant ou en ne se croisant pas, en se rencontrant ou pas. Et en même temps, il s'agissait de réfléchir finalement à une construction qui permette de générer des espaces possibles, de rencontres ou non. Finalement, c'est toute la réflexion aussi que vous développez dans votre essai sur l'espace public, l'espace privé et ces interactions possibles, ce que j'ai appelé consubstantialité, on va dire, de ces espaces qui se génèrent un peu partout et qui participent finalement d'une vie possible et puis d'un maillage, on va dire, naturel avec le reste de la ville. Merci, Indiana. Oui, oui, c'est difficile parce que vous résumez un peu tous nos problèmes en posant la question comme ça. Bien sûr qu'il y a des choses fonctionnelles à respecter. Bien évidemment, quand on fait un immeuble, on s'arrange pour que les gaines, les conduits d'eau, d'électricité, enfin tout ce qui est technique, soit groupé en un point du logement, de façon à laisser le plus de liberté possible à l'aménagement autour. Et puis de façon aussi à ce que les entreprises ne nous comptent pas des sommes absolument fabuleuses. Enfin, il y a une économie du projet qui fait qu'on regroupe toute la partie technique. Seulement, ces questions-là réglées, le logement n'est pas fait. C'est pas parce qu'on a une gaine bien implantée qui fait qu'on peut installer des logements en gradin et en utilisant quand même au maximum un minimum de gaines. C'est des choses qui ont l'air contradictoires, mais qui font partie du quotidien de notre travail. Enfin, moi, personnellement, ce qui me préoccupe le plus quand je construis, c'est vraiment le passage de la lumière. Enfin, je pense que ça s'entend même à travers le film, mais il me semble qu'en tant qu'architecte, c'est notre responsabilité personnelle, enfin, d'avoir un rapport à la lumière qui fonctionne bien,
qui soit en même temps relativement économique, parce qu'on ne construit pas un immeuble avec des façades complètement transparentes. Ça serait coûteux, puis ça serait peut-être même pas très confortable pour les gens. Mais d'avoir, avec cette contrainte technique, un rapport qui devienne un peu un rapport esthétique. Et quand on dit la lumière, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le logement soit éclairé à Giorno. Ça veut dire que la lumière soit bien répartie dans cet ensemble. Bon, il me semble que c'est notre préoccupation fondamentale. Dès qu'on fait un projet, il me semble que l'épaisseur du bâtiment, les décalages de niveau qui permettent de faire arriver la lumière latéralement, toutes ces choses-là ont pour fonction de rendre l'usage du logement agréable, et cet usage, à mon avis, n'est possible que si la lumière naturelle circule généreusement dans le logement. Je ne sais pas, il doit y avoir des gens qui sont capables d'habiter des lieux éclairés artificiellement, mais moi, ça me paraîtrait impossible d'être dans un logement où on aurait besoin d'une lumière comme celle-là à longueur de journée. Ces bâtiments que vous avez construits, vous avez laissé, alors ça rejoint un petit peu ce que disait hier Aldrik Bergman, hein, donc on voit bien à quel point ça a eu une influence, y compris encore aujourd'hui chez certains jeunes architectes, c'est-à-dire de ne pas créer de parois complètement opaques par rapport à la ville, mais justement des percements, des passerelles qui peuvent générer d'autres espaces. Oui, enfin, la ville, c'est un objet toujours un peu difficile à manier parce qu'il y a le bruit aussi. Le logement a besoin d'être protégé contre le bruit extérieur. Le rapport à la ville, il est très très important. Enfin, bon, moi, j'ai fait des bâtiments de tours et je faisais délibérément des garde-corps avec un vide de 10 cm, parce qu'il s'agissait de ne pas laisser passer un enfant ou un chat par le vide extérieur, mais qui permettait aux gosses à se mettre à quatre pattes et à regarder ce qui se passait en bas à partir pratiquement du sol de la loggia. Bon, parce que les grands regardent en haut du garde-corps, les petits, s'ils mettent une chaise pour regarder là-haut, on commence à pousser des hauts cris en disant « mais c'est pas possible, ils vont dégringoler ». Donc, les garde-corps, pour moi, il y avait vraiment nécessité de créer une fente, bon, par laquelle certains gosses peuvent balancer des trucs, ça c'est l'ennui du système, mais enfin c'est relativement rare et les parents sont là pour veiller au grain, mais surtout pour laisser aux enfants la possibilité d'un contact avec la ville. Enfin, je me souviens d'une de mes filles qui, voyant rentrer Sartre sur l'escalier qui menait à la mairie, l'insulter, je ne sais pourquoi, parce que moi, je n'ai jamais insulté ça, l'insulter en l'appelant « moche culotte ». Voilà. Bon, après, je ne vous raconte plus d'histoire privée. Moi, j'aurais voulu savoir l'importance... Pardon. J'aurais voulu savoir l'importance qu'avait l'art dans vos projets. C'est-à-dire que vous laissez dans vos bâtiments la place pour des ateliers d'artistes. Et en quoi est-ce important dans vos travaux ? Oui, enfin moi personnellement, j'ai toujours été preneur pour installer des ateliers d'artistes dans les immeubles que je faisais. Bon, d'abord à cause de l'usage qu'on peut en faire, des rencontres qu'on peut faire, et même des amitiés qu'on peut nouer. Dans l'immeuble Tours où j'habitais, il y avait le dernier étage qui était enfin occupé par des ateliers d'artistes, et il y a eu des rencontres qui se faisaient comme ça, tout naturellement, dans l'immeuble avec les artistes. Enfin, moi, je crois que c'est toujours très très important pour un architecte d'avoir un contact avec des artistes et de les faire intervenir éventuellement. Alors, c'est pas toujours possible parce que les offices d'HLM ne sont pas très très riches. Alors, si on leur propose de dépenser un peu plus d'argent pour faire intervenir un sculpteur ou un peintre, naturellement, ils n'y mettent pas beaucoup d'enthousiasme. Ça nous est quand même arrivé à Saint-Denis en particulier. On a
les escaliers collectifs qui mènent de la place principale qui s'appelle la place du Caquet, qui est au centre de notre bâtiment, enfin plus exactement au centre du quartier. Moi j'occupe un des côtés de la place du Caquet et Jean de Roche l'autre occupation. Mais cet escalier, on en avait fait une possibilité d'intervention pour un sculpteur qui a traité les garde-corps comme une série de sculptures indépendantes. Je pense que c'est toujours intéressant de le faire, c'est pas toujours possible parce que bien sûr il y a des questions d'économie du projet qui est en jeu, mais enfin personnellement j'aurais bien aimé le faire beaucoup plus souvent. Et chaque fois que j'ai pu faire intervenir des amis plasticiens, je l'ai fait. C'était pas héroïque de ma part. Il fallait bien sûr trouver un crédit quelconque pour qu'ils puissent travailler. Mais à la Maladrerie, il y a au moins 2 points où il y a des interventions de sculpteurs qui durent toujours, alors que c'est fait depuis 30 ans maintenant. Enfin, ça n'a pas été censuré à l'usage. Et ça fait quand même plaisir. Qui sont ces sculpteurs ? Les sculpteurs, c'était Marc Charpin et ça y est, je ne sais plus son nom. Marc Charpin qui est mort récemment et Chirex qui n'est pas mort, Dieu merci. Et ils sont intervenus à la Maladrerie d'une façon très intelligente dans le contexte de partie du bâtiment qu'ils ont choisi avec moi, mais c'est pas moi qui leur ai dit vous allez mettre votre sculpture là. On a traversé ensemble le quartier qui est assez important et ils ont eux-mêmes décidé que c'était là qu'ils voulaient intervenir. Enfin bon, c'est pas héroïque de faire ça parce que c'était pas des sculpteurs très chers déjà, ça a aidé, mais chaque fois qu'on a pu le faire, on a travaillé avec des plasticiens. Je dis chaque fois qu'on a pu le faire parce qu'on n'a pas toujours pu le faire. Il fallait vraiment... Je me souviens d'un très beau tableau qui avait été installé dans le hall de la tour Raspail, qui est resté presque 1 an, mais au bout, la ville n'a pas voulu l'acheter. Alors, la peintre a naturellement emporté son œuvre. Et j'ai toujours regretté ça parce que les gens s'étaient habitués à cette œuvre qui était une sorte de métaphore de la construction. Il était question de crochets qui soulevaient des éléments en béton dans cette espèce de grande fresque. Et quand elle est partie, moi, j'étais quand même assez triste. En fait, quand on travaille comme moi, comme j'ai toujours travaillé d'ailleurs dans un contexte HLM, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire intervenir ça, sauf certaines communes qui ont plus d'ouverture sur ces choses-là. À une époque, il y a maintenant 25 ou 30 ans, Vitry finançait beaucoup de... Vitry, c'est la commune qui est près d'Ivry, finançait beaucoup d'œuvres d'art. Et c'est vrai que ça donne une image de la ville qui est différente. Enfin bon, ça c'est vraiment tout un problème parce que déjà tous les architectes n'ont pas tellement envie de collaborer avec des plasticiens et surtout les villes n'ont pas toujours envie d'investir dans ce domaine-là. Bon, la construction HLM, comme vous savez, c'est très limité dans les moyens. Alors ça donne des résultats du genre qu'on assume tout à fait comme du genre le béton brut. On dit on n'a pas les moyens de peindre et on est très content pour ça. Mais en même temps, les possibilités devraient être beaucoup plus grandes. La possibilité de faire intervenir des plasticiens. Enfin, moi j'ai travaillé une fois pour un bâtiment qui ne s'est pas fait, qui était un musée de la Résistance à Ivry, et qui ne s'est pas fait pour des raisons tristement politiques. Et pour ce musée, j'avais proposé que la ville, et la ville avait accepté, je me souviens même de réunions avec le maire, qu'on mette devant la porte du musée de la Résistance la sculpture de Picasso que vous connaissez sûrement, où il y a une mère qui pousse un landau, et dans le landau, il y a un gosse dont la tête est un soleil. Et je trouvais que par rapport à quelque chose d'un peu sombre et assez, enfin, sombre, le musée de la Résistance, ça ne peut pas être très très gai. Mettre ça à l'entrée, c'était assez tonique.
Et je me souviens même qu'on avait vu le type qui vendait les Picasso, il était d'accord et il faisait même un prix intéressant. Mais tout ça était dans les rêves d'un architecte et peut-être de certains membres de la ville, mais ça ne s'est pas fait. Mais c'est dommage. Je tiens à dire qu'à l'époque, c'était des jeunes sculpteurs. Effectivement, ils n'étaient pas chers. Maintenant, par contre, oui, maintenant, ça serait tout autre chose. Enfin, Picasso, c'était déjà très cher. C'était pour dire, puisque recontextualiser, effectivement. Oui. Allez-y. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est pour d'autres que vous dites ça, mais pour... Excusez-moi, non, ah oui, allez-y. Non, mais continuez. Alors, je vous écoute. Vous êtes beaucoup entouré, vous avez beaucoup appelé sur vos projets. Ah, pardon. Sur vos différents chantiers, vous avez beaucoup appelé de jeunes architectes également autour de vous. C'était important de vous entourer de ces personnes. Bah, écoutez, ma fonction sociale, c'était plutôt que les jeunes architectes apprennent quelque chose de moi. Parce que, enfin, bien sûr, m'entourer de gens différents, ça permettait de faire évoluer des projets. Mais disons que j'ai été assez individualiste et les gens qui travaillaient avec moi, ils travaillaient sur mes projets. Bon, c'est comme ça, hein. C'était pas, je les empêchais pas de faire des propositions, très loin de là. Mais j'avais une agence d'architecture toute petite. Hein. Quand on était 6 ou 7, c'était le maximum. Et bon, je tenais beaucoup, et personne ne me le contestait, à garder complètement la maîtrise du projet. Je n'avais pas du tout de tentation d'architecture collective. Non, c'était mon projet et des gens m'aidaient à le faire. Et en général, ils m'aidaient très bien. Mais j'ai jamais eu l'occasion, non, je crois jamais, de faire de l'architecture de façon collective. Par contre, j'ai eu des occasions, à Saint-Denis en particulier, où il y avait un certain nombre dans le centre de Saint-Denis, le terrain avait été divisé en plusieurs îlots. Alors moi, j'avais l'îlot 8, je me souviens de ça, mais il y avait quand même des réunions de travail entre tous les architectes qui participaient au centre de Saint-Denis. Parce que Saint-Denis avait eu une politique assez contestable, à mon avis, mais enfin qui était une réalité. C'était que les abords de la basilique, vous savez qu'il y a une très grande basilique à Saint-Denis, c'était devenu une tabula rasa terrible, c'était un énorme terrain vague, et il y avait 8 architectes qui, sur les directives d'un architecte responsable, avaient la responsabilité d'un certain nombre d'îlots. Et il y avait des contraintes entre les îlots qui étaient très très limitées, c'était juste des points de passage en bas et en hauteur. Et à travers ces points de passage, on était amené à confronter nos architectures de façon à ce que ça grince pas, qu'il n'y ait pas tout d'un coup deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Et moi, ça m'est même arrivé à certains endroits de reprendre un garde-corps du voisin de façon à ce qu'on ne délimite pas comme ça, avec un pointillé, ça c'était l'architecte, ça c'était l'autre. Je pensais que le centre de Saint-Denis, c'était un travail collectif et qu'il ne fallait pas abuser comme ça de la différenciation des îlots. Alors c'était vraiment une intention, c'était plus une intention qu'une réalité, parce que les îlots ont quand même leur personnalité, mais il y a quand même une unité du centre de Saint-Denis. Si un jour vous y baladez, ça serait à vous de confirmer ou d'infirmer ce que je dis, et qui faisait que le travail collectif avait quand même un sens. Il n'y avait pas du tout de contraintes. À un moment donné, il y a eu un architecte en chef qui nous a pas obligés, puisque moi je n'ai pas respecté ça, à garder partout le même type d'escalier. Il y avait un niveau commercial et puis un niveau en haut qui était un jardin collectif pour les logements. Et il voulait absolument qu'on reprenne son escalier partout. Enfin, partout où il y avait nécessité de faire une jonction entre ces deux niveaux. Et moi, je trouvais ça totalement absurde, parce que les architectes ont une certaine vision de leur production, et tout d'un coup, parachuter un élément différent,
Enfin, à mon avis, dans aucun travail artistique, on peut vous demander ça. Et on n'a pas accepté, il n'était pas content, mais ça n'était pas notre problème. Et on a gardé l'autonomie et l'esthétique de chaque îlot, et je crois que c'est bien comme ça. Enfin, c'est difficile de manipuler l'architecture, parce que de temps en temps, vous êtes à côté de quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie qu'on lise la continuité des choses. Mais si c'est une continuité imposée, ça devient absurde. Je pense que, surtout à Saint-Denis, où les îlots étaient quand même très très importants, il y avait plus de 200 logements par îlot, il fallait garder l'autonomie de chaque îlot, et ça marche toujours comme ça maintenant, alors que c'est des bâtiments qui ont plus de 20 ans maintenant. Je pense qu'Hélène voulait te parler des jeunes architectes qui ont travaillé avec toi et qui ensuite ont été travaillés tout seuls. À qui tu as... Oui. Voilà, ils n'ont pas travaillé, tu ne travaillais pas vraiment avec eux, mais à un moment, tu leur as ouvert la possibilité de... Voilà, je crois que c'est ça dont elle voulait te parler aussi. Oui, il y a eu un certain nombre d'architectes qui ont passé un temps chez moi et puis qui ont eu des commandes directes. Il y a des gens qui ont passé... Catherine Fiumani, elle a passé plus d'1 an chez moi, mais à un moment donné, on lui a proposé un travail à l'île Saint-Denis et qu'elle a fait avec son mari. Et c'est très très bien. Et ça n'a pas beaucoup de correspondance avec ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a des choses qu'elle a apprises chez moi et qu'elle a mis en œuvre dans son travail. Mais enfin, moi, je pense que l'architecture, c'est déjà bien assez compliqué sans en faire un boulot collectif. Je trouve que c'est vraiment un enjeu impossible de concilier 7 ou 8 architectes sur un travail. Il vaut beaucoup mieux organiser les choses de façon à ce qu'ils produisent les choses à leur façon et qu'ils tiennent compte du voisin à l'endroit où ils rencontrent le voisin. Ça, je pense que c'est fondamental, de ne pas s'accoler avec quelqu'un et que tout d'un coup, il y ait 2 architectures qui grincent. Alors là, il y a un travail collectif à utiliser, mais pas de vouloir faire un travail collectif sur un ensemble. Le centre de Saint-Denis, je crois qu'il y a une 12aine d'hectares et il y avait 7 ou 8 architectes en jeu. Il y a un très bel ensemble de cibounets qui a été organisé juste à l'arrière de la cathédrale avec des endroits qui ont été étudiés de façon à ce qu'on voit bien le cœur de la cathédrale de l'extérieur. Moi, j'étais beaucoup plus loin de la cathédrale, j'étais à côté du marché couvert, c'était beaucoup moins enthousiasmant comme contexte, mais on a quand même fait un certain nombre d'escaliers, d'accès, de façon à ce que les gens qui étaient à l'autre bout du projet, c'était quand même un projet assez grand, qui avaient décidé de traverser les jardins du haut. Les jardins du haut, ils étaient à peu près à 7 mètres au-dessus du sol, et de redescendre lorsqu'ils arrivaient à la halle. Là, on y a pensé et on a fait ces continuités. Mais on n'a pas du tout essayé de relier artificiellement des choses qui n'avaient pas lieu d'être artificielles. Et puis, de toute façon, à part la rue de Rivoli, Paris est entièrement fait comme ça. Hein. La rue de Rivoli, oui, il y a eu un projet d'ensemble et c'est un très, très bel ensemble. Mais partout ailleurs, les gens se sont accolés, ont tenu compte du voisin ou au contraire n'en ont pas tenu compte. Et tout Paris est fait comme ça, de morceaux accolés. Et toutes les villes sont plus ou moins comme ça, sauf s'il y a un plan d'urbanisme un peu terrifiant. Quoi. Les villes nouvelles, quoi. Tout ce qui est relatif. Oui, alors je connais très très mal les villes nouvelles parce que le peu de contacts que j'ai eu avec eux, ça a été assez catastrophique. J'ai travaillé un temps pour la ville nouvelle d'Évry et j'ai jamais pu me mettre d'accord avec les directives. Pas avec les autres architectes qui travaillaient pour les villes nouvelles, mais avec les directives administratives qui créaient. Ça, j'ai jamais pu. Enfin, quel ordre, ces directives ? C'était de l'ordre... je ne sais pas comment vous dire ça. C'était de l'ordre... bon, ici, il faut que la place fasse tant de mètres. Contraintes extrêmement... Oui, des contraintes très précises et qui ne tenaient pas compte de la réalité de chaque projet. Et on a été amené un certain nombre de fois à refuser des directives, et y compris en se faisant virer d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on veut. Moi, je voudrais
vous poser une question un peu plus sur les techniques de construction, parce que bon, on s'est bien rendu compte, je pense, en regardant le documentaire, de la complexité, enfin de ce qui ressort, on va dire, de ces bâtiments et du fait que les appartements à l'intérieur même peuvent avoir des formes un peu différentes et tout ça. Et en fait, comment on arrive à réaliser un plan aussi libre avec des contraintes, bien sûr, liées à l'économie du projet, puisqu'on est dans un logement social, HLM. Moi, j'ai eu un chef de chantier, à un moment donné, qui m'a dit que lui, il trouvait ça plus rigolo de faire des logements tous différents que de les faire tous pareils. Alors, bien sûr, j'étais très intéressée par son point de vue, et on a collaboré ensemble. Et en même temps, quand vous construisez un logement, quand vous le construisez, je ne parle pas de le conceptualiser, vous avez des mesures à prendre, des choses comme ça. Si les logements sont tous pareils, vous reprenez X fois la même mesure. Quand ils sont différents, bon, ce chef de chantier, peut-être par pure gentillesse, m'a dit qu'il trouvait ça plus rigolo que ça change chaque fois. Mais la mise en œuvre d'un logement, que vous le fassiez exactement le même ou que vous fassiez deux logements différents, c'est exactement la même mise en œuvre. Il faut prendre les mêmes mesures, il faut respecter les mêmes contraintes, il faut avoir les gaines qui s'organisent de la même façon. Donc pour ce chef de chantier, pour lui, c'était pas... Bon, il disait que c'était plus rigolo, mais ça, c'était pour me faire plaisir. Mais pour lui, c'était pas un travail fondamentalement différent, puisque de toute façon, les mesures, il fallait les reprendre. Alors quand vous reprenez les mesures, si vous reprenez deux fois les mêmes ou que vous en changez, c'est exactement le même travail. Et moi, je ne crois pas que le travail soit plus difficile pour l'exécutant. Par contre, pour la conception, c'est sûr que c'est plus long d'avoir des logements qui sont dessinés tous différemment que de prendre un logement type et puis de le mettre comme ça côte à côte et puis d'en faire des kilomètres semblables. Mais c'est qu'en même temps, ce qui ressort quand on regarde vos plans, c'est qu'il y a à la fois effectivement une forme de complexité, mais de simplicité aussi de réalisation. Je parlais dans mon intervention de ces piliers qui tiennent la dalle, oui, et qui finalement laissent libres les parois, pour qu'ils peuvent s'organiser sur cette dalle de manière complètement libre, parce qu'elle ne supporte pas, on va dire, le poids général du bâtiment. Oui, c'est vrai, mais je pense aussi que c'est un peu une affaire personnelle, parce que un type comme Kroll, il s'en fiche complètement que les poteaux ne soient pas au même endroit dans chaque logement. Enfin, moi, j'ai été élevée un peu dans l'idée de la régularité géométrique. Donc j'ai toujours travaillé sur des bases répétitives. Enfin, si c'était des voiles porteurs, c'était des murs dans lesquels il peut y avoir des portes, bien sûr, mais enfin c'était des murs. Et le bâtiment est organisé sur cette espèce de trame de bâtiments parallèles. Bon, moi j'ai beaucoup regardé ce que faisait Renaudy à Casanova et à Chanachette, où il avait pris un parti de structures qui remontaient d'ailleurs à Auguste Perret, hein, de poteaux dalles, et ça donne plus de liberté dans l'organisation des parois des logements, parce que vous n'organisez pas en général le bâtiment à partir des parois, vous l'organisez à partir de la trame porteuse, et puis après vous mettez le séparatif des logements comme vous l'entendez, ce qui permet d'ailleurs, si on veut modifier plus tard l'immeuble, de le modifier beaucoup plus facilement que si vous faites des voiles porteurs. Bon, ça c'est une vue totalement théorique, mais je pense que c'est pas absurde de penser à l'avenir d'un bâtiment quand on le construit, et de faciliter des transformations, c'est pas idiot du tout. Voilà. Au niveau du coût de réalisation, comme on est dans... Est-ce que ça coûte plus cher de construire comme ça? Alors tout le monde vous dira, ça coûte beaucoup plus cher. Et nous, on sait qu'on ne nous a jamais donné que les crédits HLM pour construire. Et peut-être, à un moment donné, la première fois que Renaudy a construit à Ivry, il a fait ses terrasses plantées, qui n'étaient pas financées. Mais ça a eu beaucoup de succès dans la presse professionnelle, mais même dans la presse tout court.
Et du coup, le gouvernement a accepté, enfin le ministère de la Construction plus exactement, a accepté que les terrasses soient un peu financées. Pas à la hauteur de ce qu'elles coûtaient, mais quand même un peu financées. Ça a aidé à développer ce genre de logements et de bâtiments. Je suis en train de m'étouffer en fait. Vous voulez que je vous tape dans le en dos? direct, c'est-à-dire 2 minutes. Alors, allez-y. Excusez-moi. Je vous en prie. Et vous vouliez intervenir? Vous avez d'autres questions? Oui, une dernière question. On a eu un petit extrait dans le film que vous nous avez passé de la charte d'Athènes. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? La charte, pardon, d'Athènes. Ben, la charte d'Athènes, c'est un peu tout ce qui a nourri le mouvement moderne. Je crois que c'était dans les années 20, j'ai plus la date exacte, mais ça remonte autour de 1920. Et c'était une sorte de bouquin de directive à l'usage des architectes contemporains. Enfin, moi, je l'ai lu, c'est assez rasoir, il faut le reconnaître. Et c'était, il faut que la structure soit simple. Enfin, il y a toute une série de contraintes qui sont données aux architectes contemporains. Un certain nombre ont strictement respecté la charte d'Athènes, et puis à un moment donné, il y a quelques personnalités. Tout à l'heure, je parlais de Kroll, mais Kroll, lui, il n'a jamais voulu que la trame de ces bâtiments soit la même. Alors c'est vrai que quand vous respectez la même trame, vous facilitez un peu le travail du constructeur, surtout de l'ingénieur, ça facilite ses calculs, mais du point de vue de l'exécutant, ça change vraiment à peu près rien. Et moi, j'ai été élevé comme ça, alors j'ai respecté les structures régulières, ce genre de choses, mais je comprends très très bien le travail d'autres architectes qui implantent leurs poteaux comme ils veulent, et puis qui disent, vous voyez bien, ça tient. Et moi, j'ai fait une expérience personnelle. Une fois, j'ai visité un chantier, et puis au 3e étage, il n'y avait plus le poteau, à l'endroit où je l'attendais. Alors, j'ai dit à l'entrepreneur, mais il faut le mettre, ce poteau, hein, ça ne peut pas tenir. Il me disait, vous voyez bien que ça tient. Alors, je dis, oui, ça tient, mais on ne sait pas combien de temps. Donc, il faut réparer ça. Il y a un certain nombre de directives qui sont surtout faites pour le bon sommeil des architectes, pour qu'ils ne s'impatientent pas en disant ça ne va pas marcher. C'est vrai que la construction, c'est quand même pas quelque chose de totalement scientifique. Moi, j'ai eu affaire une fois dans une maison particulière à un petit constructeur, un type qui dépendait pas d'une grosse boîte, et j'avais demandé à un ami ingénieur, il était question de percer une trémie d'escalier, qui me donne des directives pour cette trémie d'escalier. Alors j'ai donné les directives à ce petit entrepreneur. Je suis revenu 3 jours après. Il avait fait son trou sans tenir aucun compte des directives. Et je lui dis, mais vous savez, ça risque de tomber. Il dit, mais non, vous voyez bien que ça ne tombe pas. Il y avait l'expérience pratique du constructeur qui entrait un petit peu en conflit avec l'expérience théorique de l'ingénieur. Bon, on ne peut pas construire des immeubles sur des bases pareilles, mais on peut construire, un peu comme dans l'autoconstruction, où les gens montent leurs bâtiments à leur façon, avec des choses qui ne sont pas du tout voulues, mais si ça tient, ben ça tient. C'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Mais bon, alors moi j'ai construit des immeubles, alors les immeubles, il vaut mieux quand même que ça soit bien organisé. Que ça tienne. Que ça tienne, oui. Oui. Alors pour une dernière question pour moi, je reviens sur le contexte de logement que vous avez fait en années 60. Et qu'est-ce qu'un logement social pour vous à ce moment-là? Et est-ce que cette vision pour vous est toujours actualité?
Moi, j'ai toujours refusé de construire des logements sociaux. J'ai toujours dit que je construisais des logements, point. Parce qu'il peut y avoir une image du logement social très, très répétitive, très, très obligatoire. Il y a eu des normes comme ça, par du genre, enfin, qui étaient quelquefois légitimes, du genre, il faut 2 portes entre le séjour et le WC. Mais vous vous apercevez quelquefois que le coude que peut faire un couloir, ça vous évite de mettre une 2e porte. Donc je crois que toutes ces normes, elles ne sont pas faites pour qu'on les transige, hein, je ne pense pas, mais il faut les prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'est une moyenne à réaliser. Et si vous réalisez cette moyenne par d'autres moyens que ceux qui sont inscrits dans la norme, ben, on ne peut pas vous en vouloir. Enfin, ceci dit, on n'a pas passé notre vie à installer des WC qui donnaient dans les séjours, hein, c'est pas du tout ça. Mais le coût des 2 portes entre le séjour et le WC, j'ai toujours trouvé ça complètement absurde, parce que tout dépend de la dimension du couloir, même s'il est coudé, ça ne joue pas le même rôle qu'un couloir tout droit. Et bon, c'est des détails, mais je pense qu'il ne faut pas être obsédé par ces détails-là quand on construit, parce qu'on arrive facilement à des absurdités, c'est-à-dire que votre logement est parfaitement légal, mais il peut être parfaitement légal et parfaitement embêtant. Alors il vaut peut-être beaucoup mieux qu'il transige un peu sur les obligations techniques et qu'il soit plus agréable à vivre. Par rapport au logement collectif tel qu'il est appréhendé aujourd'hui? Je connais mal ce qui se construit aujourd'hui. Je pense que on n'a pas abouti à une multiplication de logements avec des espaces extérieurs liés au logement. Et pourtant, on en a construit quand même beaucoup. À Ivry, il doit y avoir 400 ou 500 logements avec cette continuité visuelle entre le logement et la terrasse. Et ce qui est très important pour moi, c'est que la terrasse, on en fait un lieu totalement jardin. C'est pas une terrasse avec des dallages et un bac à plantes par-ci par-là, c'est une terrasse avec 30 cm de terre. Et vous vous apercevez qu'avec les 30 cm de terre sur la terrasse, que beaucoup de choses peuvent pousser, y compris des arbres, enfin pas des sapins centenaires, mais des arbres qui font 7 ou 8 mètres de haut, ça peut se contenter de cette épaisseur de terre. Voilà. Madame Gaillousté, on vous remercie encore 1000 fois de nous avoir accordé et de livrer votre parole. Simplement. Allô, ah. C'est fini? Je peux plus parler? Hein? Allô? Ah. Excusez-moi. Non, simplement, je voudrais dire qu'on se rend bien compte à travers vos paroles, à travers les différentes interventions que nous avons eues hier, que continue finalement une forme d'appréhension de l'architecture avec une forme d'engagement, et c'était tout l'objet finalement de l'héritage de la pensée de René Gaillousté, de Jean Renaudy, de tous ces architectes finalement qui ont contribué à repenser la question de l'habitat, de l'habitat pour tous, bien évidemment, parce que effectivement, quand vous vous pencherez sur leurs écrits, eh bien, la question du social n'est pas exprimée, on va dire, en termes d'identité de la pièce d'architecture, mais bien comme but pour toute architecture qui s'insère, on va dire, dans un tissu social. Voilà, et je pense que c'était aussi un peu l'objet de la démonstration de cette ville à pratiquer, finalement, qui questionne, j'ai envie de dire, l'habitat, pour reprendre la Team Dix, peut-être qu'on va finir avec ça, qui reprend autant la question de habitat que de habiter, finalement, qui ne revêt pas forcément les mêmes éléments. Je vous remercie. On va applaudir un petit peu. Oui, non, ça ne peut pas faire de mal. Ça peut pas faire